Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du Salon de l'immobilier neuf et de la rénovation énergétique qui est consacrée à l'investissement locatif. Je suis Jérôme Augereau, je suis journaliste au groupe PAP et à mes côtés j'aurai Thibault Lalican à ma droite. Bonjour Thibault. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant du cabinet IGC. En quelques mots IGC pour ceux qui n'étaient pas à la conférence de ce matin. Alors le cabinet, bonjour à tous et à toutes. Le cabinet IGC, c'est une structure d'accompagnement pour une clientèle de particuliers qui souhaitent préparer leur retraite à travers principalement des investissements immobiliers. On intervient également sur une gamme de placements financiers, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Au niveau de l'immobilier, donc on travaille exclusivement dans le neuf avec plus d'une centaine de partenaires, donc des promoteurs immobiliers dont le Crédit Agricole. Et notre métier, voilà, c'est un accompagnement à 360 autour de l'achat immobilier, que ce soit en amont avec un audit patrimonial pour étudier la situation de nos clients. Ensuite, identifier les avantages fiscaux et financiers auxquels nos clients peuvent prétendre, que ce soit sur l'achat d'une résidence principale ou un investissement locatif. Établir des simulations personnalisées et ensuite établir un cahier des charges avec notre client pour aller chercher auprès de nos partenaires le bien le plus adapté. Ensuite, on peut proposer des services annexes comme le courtage en prêt immobilier, la gestion locative et l'aide aux déclarations d'impôts. Voilà. Merci Thibault. Et mon deuxième invité, c'est Jean-Bernard Godiot. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes directeur commercial du Crédit Agricole Immobilier. Voilà. Donc c'est ça, tout à fait. On va en parler juste après. Donc cette conférence s'articulera en deux périodes. Dans la première partie, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, mes deux intervenants vont vous donner un mode d'emploi pour investir. Donc vous aurez les grandes lignes pour savoir quel type de logement, quelle stratégie immobilière à avoir. Et ensuite, Thibault Lalican et Jean-Bernard Godiot vous donneront, enfin du moins répondront à toutes vos questions. Donc je vous demande s'il vous plaît de bien les garder. L'important c'est que vous puissiez les poser à la fin pour partir avec toutes les réponses et bâtir, on va dire, votre investissement. Enfin, du moins, je l'espère. Jean-Bernard, on va y aller. Donc, bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial national de Crédit Agricole Immobilier. Alors, c'est vrai qu'on connaît bien le Crédit Agricole, la banque, mais peut-être un peu moins le Crédit Agricole Immobilier. Tout à fait. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Bernard Godiot, Crédit Agricole Immobilier. C'est la filière immobilière intégrée au groupe bancaire, donc avec une petite particularité, c'est que nous sommes ce que l'on appelle communément un acteur intégré des métiers d'immobilier, c'est-à-dire sous une seule et unique marque, nous sommes à même de pouvoir accompagner nos clients dans l'ensemble de leurs projets de parcours de vie immobilier, avec donc bien évidemment la partie promotion-construction, c'est-à-dire la vente de logements neufs sur plan. On s'occupe également de la gestion, de l'accompagnement financier de nos clients, on est syndic de copropriété. Et l'objectif, en gros, c'est d'accompagner nos clients du début à la fin de leur projet, en ayant même la possibilité, pourquoi pas à terme, de s'occuper de la revente d'un bien, qu'il soit au départ au titre d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Voilà. Le Crédit Agricole Immobilier, c'est combien de logements vendus l'an dernier pour qu'on ait un ordre d'idée? Alors, l'an dernier, sur une dimension nationale, le Crédit Agricole a produit donc 2200 logements actés. Et en livraison, on a livré un petit peu plus de 3600 logements au niveau national. Ok, merci Jean-Bernard. Alors, avant d'acheter son logement neuf, il est important de définir ses besoins. Parce que finalement, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi je vais investir? C'est quoi? Alors, ça, c'est une bonne question. Merci. Non, alors déjà, le principe d'une logique patrimoniale, quand on veut acheter un appartement donc dans le but de le louer, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. En effet, déjà, la première, c'est quel est l'objectif ultime que l'on souhaite réaliser. Actuellement, c'est vrai qu'il y a différents dispositifs qui peuvent vous aider. Donc, le dispositif le plus commun actuellement, c'est le dispositif de réduction d'impôt Pinel. Donc, une première hypothèse, ce serait d'acheter un appartement dans le but de réduire sa facture fiscale, donc de baisser ses impôts. Première hypothèse. Seconde hypothèse, éventuellement, acheter un appartement dans le but de le conserver plus tard sur du long terme pour avoir un complément de revenu pour sa retraite. Et enfin, le dernier point, pourquoi pas réaliser un investissement locatif, défiscalisant ou pas, sur un secteur où on peut également faire un petit peu de villégiature pour avoir, pourquoi pas à terme non plus, une résidence secondaire. Mais encore une fois, les critères de choix que chaque investisseur va définir sont surtout liés à une étude patrimoniale qu'il faut réaliser en amont et qui définira réellement le cahier des charges de chacun. Et ça, c'est vrai qu'avec Thibault, l'ensemble de nos équipes sont là pour vous accompagner par rapport à tout ça. Alors Thibault, Jean-Bernard vous tend la perche. On va dire l'analyse patrimoniale, elle est essentielle parce que c'est vraiment du cas par cas. Le voisin ne va pas investir comme moi. Oui, ça c'est effectivement, je rejoins Jean-Bernard, donc c'est le point de départ d'une entrée en relation avec nos clients. Ça passe par un audit patrimonial, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc
On étudie la situation patrimoniale, maritale, le nombre d'enfants. On étudie la situation au niveau des salaires, des revenus, de la fiscalité, voir les investissements qui ont déjà été mis en place. Est-ce qu'il y a déjà des investissements immobiliers locatifs? Est-ce que c'est de la location nue, de la location meublée? Est-ce qu'on est en bénéfice, en déficit? Ensuite, on étudie l'endettement, bien sûr, parce que ça, c'est primordial pour pouvoir se réendetter et réinvestir de nouveau. Et derrière, après, c'est quels sont les moyens financiers mis en place et quels sont les objectifs de nos clients. Et après, on va réfléchir ensemble à une stratégie patrimoniale personnalisée que nous, on peut cumuler aussi avec des placements financiers. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients. La pierre, ça reste une valeur refuge en France. Et après, voilà, on a différents dispositifs défiscalisants ou non pour pouvoir investir dans l'immobilier, mais on va peut-être y revenir. Alors justement, Jean-Bernard a parlé du Pinel. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de dispositifs fiscaux qui peuvent être utilisés actuellement par les clients qui souhaitent investir? Alors il y a dans l'immobilier neuf, parce que là on est quand même sur le salon de l'immobilier neuf, donc il y a la loi Pinel qui est aujourd'hui avec 2 variantes, avec la loi Pinel Plus. Alors c'est très particulier parce que la loi Pinel, on en parlait avec Jean-Bernard juste avant, il y a 2 ans on faisait énormément d'investissements locatifs Pinel. Et là, depuis 6 à 12 mois, c'est vrai que les investisseurs ont complètement, pratiquement déserté le marché. Il y a vraiment presque plus d'investissements locatifs sous la loi Pinel. Alors que la loi Pinel est restée la même, finalement, avec la loi Pinel Plus, on a le même avantage fiscal. Les rendements sont toujours équivalents, puisqu'il y a quand même eu, parmi nos partenaires promoteurs, quand même des baisses et des rajustements de prix avec des offres commerciales très importantes, parce que les stocks sont quand même présents. Donc, les rentabilités restent quand même très intéressantes et c'est vrai que la loi Pinel jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de septembre, reste une bonne opportunité d'investissement. Ensuite, on a tous les investissements en résidence gérée ou résidence de service, résidence étudiante, résidence senior notamment, alors c'est un schéma d'investissement différent qui n'est pas défiscalisant ou avec un avantage fiscal indirect puisque l'amortissement en location meublée vous permet d'avoir des revenus locatifs non fiscalisés avec le mécanisme d'amortissement. Donc voilà, c'est un autre type d'investissement que l'on fait beaucoup et sur lequel il est intéressant de se pencher. Oui. Est-ce que vous revenir justement sur les résidences-services, expliquer un peu comment on arrive à défiscaliser ces loyers, parce que ça semble être magique, mais c'est pas de la magie. Donc d'un point de vue comptable, comment on fait pour avoir des loyers qui sont... Alors je ne vais pas rentrer non plus dans la technique. Dans les grandes lignes, pour que les gens comprennent. Je ne suis pas expert comptable non plus, mais concrètement, alors je reprends un exemple qu'on utilise souvent et que j'utilise souvent personnellement. Lorsque vous faites de l'investissement locatif meublé, donc vous percevez des revenus locatifs qui sont fiscalisés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, donc une catégorie de revenus différente des revenus fonciers. Et donc cette catégorie de revenus-là, c'est celle des commerçants. Alors je prends souvent l'exemple du boulanger, le boulanger qui va avoir un four à pain, qui va investir sur son four à pain, qui va le faire tourner. Au bout de 5 ans, il va devoir acheter un nouveau four à pain parce qu'il y a l'usure de son investissement. Et donc comptablement, c'est quelque chose qu'on peut amortir dans son bilan. Et donc créer une charge qui va nous permettre en fait, d'effacer les revenus locatifs que l'on aura perçus et d'avoir ainsi un bilan neutre, voire négatif, et d'avoir des revenus locatifs qui sont non fiscalisés. Alors, lorsqu'on fait de l'investissement en location meublée non professionnelle, on peut amortir les murs et on peut amortir également le mobilier et souvent ces opérations donc, sont neutres fiscalement. Et ça nous permet, par exemple, sur des investissements comptants ou des investissements cash, d'avoir des rendements locatifs nets d'impôts. D'accord. Et quand on parle de résidence-service, ça concerne quel type de programme? Alors, il y a 4 grandes catégories de résidences. Vous avez les résidences prestations para-hôtelières, vous avez les résidences étudiantes, vous avez les résidences seniors, et vous avez les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Nous, au cabinet GC, on a pris le parti de commercialiser principalement les résidences étudiantes et les résidences seniors pour des questions de stratégie et de conviction. Mais voilà, on peut retrouver des résidences para-hôtelières, hôtelières et les EHPAD qui sont éligibles aussi à ce dispositif. L'intérêt, c'est de choisir ces résidences parce qu'il y a une très très forte demande locative, que ce soit pour la résidence étudiante par exemple. Alors voilà, nous on s'est concentré sur le marché étudiant et le marché senior parce que ce sont 2 marchés où il y a des besoins qui sont énormes. Sur la résidence étudiante, on connaît tous le problème de logement des étudiants. Donc voilà, c'est des résidences qui sont intégralement remplies juste après la livraison, encore qu'il faut quand même bien sélectionner son investissement. Et les résidences seniors, alors petite précision, qu'est-ce qu'une résidence senior? Ce n'est pas une résidence qui est médicalisée, c'est une résidence qui est destinée à une population dite senior, que ce soit souvent pour la résidence principale et qui va s'installer dans cette résidence sur du long terme,
Généralement, on constate que c'est les personnes qui peuvent rester 8 à 10, voire plus que ça. Et il y a des besoins aussi qui sont énormes parce qu'il y a beaucoup de solitude sur la population senior, des besoins de logement, des besoins d'avoir aussi de retisser des liens sociaux, d'avoir des activités, d'avoir un ensemble de services accessibles directement dans la résidence. Donc voilà, ce sont des investissements qui sont très rentables et sur lesquels on a des bons retours de nos clients. Ok, merci Thibault. Jean-Bernard, alors une fois qu'on a défini ses besoins, on a défini également son effort d'épargne, il faut trouver le logement. Et c'est ce que m'avait dit quand on avait préparé cette table ronde, c'est que finalement, quand on choisit ses logements, il faut savoir se projeter. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on peut avoir des besoins, mais qui peuvent évoluer, notamment la colocation. Ça peut être un bon plan, ça. Alors c'est ça. Aujourd'hui, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, en fonction de la logique patrimoniale qui sera définie au départ, il y aura différentes options qui seront offertes, qui s'offriront à vous. Donc, si on part du principe, dans un premier temps, de réaliser un investissement pour réduire ses impôts, donc comme on le disait tout à l'heure, éventuellement un dispositif Pinel, suivant le secteur géographique sur lequel vous pourrez le réaliser et au-delà le type de bien que vous allez pouvoir choisir, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, vous avez différentes grandes métropoles sur lesquelles, en effet, on peut réaliser différents types d'investissements, donc que ce soit une résidence gérée, comme l'expliquait Thibault, un investissement classique sur un logement libre nu, c'est-à-dire un logement vide sur du neuf ou de l'ancien, peu importe. Et également, donc, le principe de l'acquisition d'un appartement qui, pourquoi pas, peut être destiné dans un premier temps à une famille. Je vais vous donner un exemple simple. Vous pouvez réaliser, pourquoi pas, un investissement défiscalisant sur un appartement T4 sur des villes comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Alors Toulouse, à l'accent, ça s'entend un peu, je suis désolé. C'est voilà. Ça. Donc, pourquoi pas dans un premier temps pour réaliser une réduction d'impôt et au terme, meubler l'appartement et passer sur un statut de loueur meublé non professionnel ou professionnel en fonction, encore une fois, du patrimoine immobilier de l'acquéreur. Et pourquoi pas destiner l'appartement dans le cadre d'une colocation. Alors, pourquoi on parle de colocation aujourd'hui ? Certaines grandes métropoles, alors je ne vais pas reciter les villes que je viens de citer, mais il existe un déficit de logement dédié à des étudiants qui est très important. Et c'est vrai que la solution de la colocation est souvent une solution de repli pour les étudiants qui peuvent se mettre à plusieurs, bénéficier au même titre chacun du montant de l'APL. Et quelque part, pour l'investisseur, ça permet d'avoir un niveau de garantie locative assez important. Ce type de bien-là peut être confié en gestion de manière très simple, que ce soit un logement nu au départ avec une défiscalisation et à terme un logement meublé. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a une certaine pérennité dans le cadre de la rotation des locataires, qui le fait d'avoir un appartement plus grand, au départ déjà permet d'avoir moins de rotation, donc avec un changement de locataire qui se fait plutôt tous les 3-4 ans versus 12-18 mois en moyenne pour les petites typologies. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'à terme, suivant le secteur géographique que vous choisirez bien évidemment, en fonction de votre cahier des charges, parce que c'est avant tout un logement que vous allez acheter. Donc ce que vous allez définir au départ sera quelque part la cible que vous aurez sur du long terme en termes d'investissement et de pérennité de l'investissement. Aujourd'hui, on a des clients qui achètent des appartements dans un premier temps pour défiscaliser, qui ensuite le meublent et qui à terme le récupèrent pour eux pour avoir un pied-à-terre en centre-ville. Et ça peut être applicable aussi bien en Ile-de-France qu'en province. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, tout dépend de la visibilité ultime que vous aurez de l'investissement, sachant qu'encore une fois, on peut prendre une décision aujourd'hui. Le projet peut changer 10 fois en cours de route, c'est pas grave. L'avantage de l'immobilier, c'est qu'avant toute chose, vous achetez un logement, donc c'est ce qui fera dans tous les cas la qualité de votre investissement sur du long terme. Okay. Alors, quand on a défini tous ces critères, il y a l'heure du choix, il faut acheter son logement. Alors, on en a parlé ce matin, il y a certains acquéreurs qui ne vont pas sur le lieu, notamment certains investisseurs. C'est à reproduire ou pas, ça ? Alors ça, c'était avant. Avant. Non, aujourd'hui, quand on achète un appartement, encore une fois, je pense qu'on est complètement aligné là-dessus avec Thibault. Quand on fait un investissement locatif, le principe, c'est de quand même maîtriser le secteur sur lequel vous allez choisir d'investir. Donc une bonne connaissance du secteur géographique, ne serait-ce que par rapport à la facilité de location du logement. Généralement, quand on fait un premier investissement, on aime bien le faire à proximité de chez soi ou dans un périmètre que l'on connaît, tout simplement en fait pour avoir la possibilité d'y passer de temps en temps. Ça paraît bête à dire, hein, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avant toute autre chose, vous achetez un appartement. Plus l'appartement sera placé correctement, plus il se louera facilement. Pareil, au niveau du logement, à l'intérieur de la copropriété, au sein de la résidence, on va dire qu'un appartement en rez-de-chaussée plein nord au-dessus d'un accès sous-sol, c'est pas forcément ce qu'il faut choisir au départ. Et après, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les critères de choix que vous allez avoir dans la définition en fait, de la sélection de votre appartement seront les mêmes, ne serait-ce que pour le louer ou à terme, un jour pour le revendre.
Donc pour répondre à la question, faire un investissement aujourd'hui sans aller voir l'emplacement et sans connaître le secteur sur lequel on investit, bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées, on va dire. Et là aussi, comme vous dites, il faut être très vigilant sur sur la demande locative. Comment on peut vérifier si le bien est très recherché dans le quartier, déjà dans la ville, mais dans le quartier après? Alors, ça, d'une manière générale, il y a différents supports qui existent pour arriver à se projeter. Mais après, bon, une petite technique toute bête qui fonctionne toujours très bien, c'est la petite annonce sur le Bon Coin en mettant loup, appartement particulier ou autre. Mais dans tous les cas, si vous ne voulez pas vous tromper, il y a une chose qui reste quand même inéluctable, c'est l'accompagnement que vous pouvez avoir par des cabinets comme IGC avec Thibault, ou nous, en tant que Crédit Agricole Immobilier, où nous proposons des contrats de gestion pour accompagner nos clients dans le cadre d'un investissement locatif. Et généralement, quand vous avez la chance d'avoir un contrat de gestion en garantie totale avec le logement qui vous est proposé au départ, généralement, je vais compléter. Quand je parle d'un contrat de gestion en garantie totale, c'est-à-dire vous avez un bien qui a une garantie de vacances locatives, c'est-à-dire s'il n'est pas loué, le loyer tombe quand même. Carence locative, si le locataire ne paie pas, le loyer tombe quand même également. Pourquoi pas une garantie de première occupation, c'est-à-dire qu'on vous livre l'appartement, s'il n'est pas loué dès le premier jour, vous avez quand même votre loyer qui tombe. Tous ces éléments-là, si vous voulez, en termes de réassurance sur du long terme, ce sont des points importants. Après, encore une fois, bon, je citais différentes villes tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'une manière générale, avec ce qui se passe dans le cadre donc, de la baisse du nombre de lots qui sont achetés dans le cadre d'investissement locatif aujourd'hui, tout simplement parce qu'on arrive sur une fin de dispositif. Donc l'année prochaine, il y aura forcément plus d'aide, ou moins d'aide en tous les cas, pour inciter les clients propriétaires, bailleurs privés à investir. Et l'autre sujet qui est également important, c'est qu'il y a une baisse du nombre de lots construits actuellement au niveau national, qui fait qu'on a un déficit de logement qui est très fort sur certaines grandes agglomérations. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà regardé pour louer un appartement, par exemple en Ile-de-France, ou au mois de septembre-octobre sur des agglomérations comme Bordeaux, Nantes ou Montpellier, où vous avez une très forte demande et une profondeur de marché locatif qui est beaucoup moins importante. Donc, encore une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui où c'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver un bien en location. Et encore une fois, on est là pour vous accompagner à tous ces niveaux-là aussi. Voilà. Et puis on peut aussi, avant d'acheter son logement, appeler des agences pour tester le terrain en disant voilà, j'envisage d'acheter dans tel quartier. L'agence peut dire bah oui, en effet, on manque de D2, de T3. Tout à fait. Et encore une fois, ça fait partie de l'éventail de choix qui existe. Mais enfin, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même un point qui est important, c'est la connaissance du secteur sur lequel vous allez pouvoir vous positionner. Encore une fois, quand on investit sur un secteur que l'on maîtrise, ne serait-ce que physiquement par rapport à l'emplacement de la résidence, généralement le bouche à oreille fait qu'on arrive à savoir également autour s'il y a une profondeur de marché locatif, la demande ou pas, tout simplement. Et quel que soit le type, c'est important aussi. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir des régions sur lesquelles il sera plus facile d'investir sur des petits logements, tout simplement parce que la demande sera beaucoup plus forte. Prenons des villes comme Montpellier, par exemple, où vous avez un marché locatif qui est entre 25 et 30% dédié à de l'étudiant. C'est une ville étudiante par définition. Là où si on regarde sur des secteurs comme Saint-Denis, par exemple, en Ile-de-France, on a une demande beaucoup plus forte, par exemple, sur de l'investissement sur des grands logements, T4 ou T5, parce qu'il existe une forte demande et très peu de produits de ce type-là à l'offre actuellement. Voilà. Alors Thibault, on a vu qu'on pouvait investir près de chez soi. C'est une facilité parce qu'on connaît bien le marché. Mais parfois, on peut aussi investir dans une ville plus éloignée. Et ça marche aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le réflexe naturel de nos clients, c'est d'investir à côté de chez eux, parce que tout simplement, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est ça. Mais ça veut dire que le client à Bordeaux, il veut investir à côté de chez lui à Bordeaux, le Toulousain à côté de chez lui à Bordeaux, et le Parisien à côté de chez lui à Paris. Alors, nous, étant un cabinet parisien, on a le gros de notre clientèle qui est francilienne. On fait la majorité de nos investissements quand même en Ile-de-France. Parce qu'on connaît très bien les territoires, c'est plus facile d'aller visiter. Mais j'ai longtemps travaillé sur les grandes communes de France, sur Toulouse, que je connais par cœur sans avoir jamais mis les pieds. D'ailleurs, je connais tous les quartiers sans avoir jamais mis les pieds à Toulouse. Bordeaux, c'est la même chose. On a beaucoup travaillé aussi sur le Pays Genevois, qui est une région qui est sous-exploitée par les investisseurs, mais il y a d'excellentes rentabilités locatives, avec la proximité avec la Suisse, bien sûr. Voilà, mais généralement, et même le Nord aussi, le Nord, des villes comme Lille, une ville très étudiante. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'aller investir dans le Nord parce que c'est moins sexy, entre guillemets, il fait moins beau, donc on a plutôt tendance à s'intéresser aux villes du Sud. Mais voilà, c'est toujours un bon placement. De toute façon, c'est l'emplacement, c'est la proximité, le bassin d'emploi, le potentiel économique, les transports. Aussi, il faut s'intéresser au développement des territoires.
Donc c'est vrai que sur l'Île-de-France, on a le projet du Grand Paris qui tire tous les projets de développement urbain depuis 10-15 ans maintenant, et sur lequel on a beaucoup travaillé. Et ça va continuer d'ailleurs, mais voilà, il faut s'intéresser à tous ces sujets-là. Et c'est vrai qu'investir un peu loin de chez soi, je pense notamment aux gens de la région parisienne, ça permet d'avoir une surface peut-être plus grande qu'on n'aurait pas eu si on investissait, je pense, à Paris ou peut-être dans le 92. Ça peut être soit un affect parce qu'on aime bien une région, Oui. ça peut être aussi parce que pour les raisons de budget, par exemple, quelqu'un qui a un budget de 200 000 euros, c'est vrai qu'en Île-de-France, on va peut-être chercher quelque chose soit de très loin de Paris, soit un investissement petit, pas forcément très rentable. Donc à ce moment-là, on aura plutôt tendance à orienter nos clients effectivement sur de la province, où là, on peut trouver un 2 pièces attractif sur une ville intermédiaire avec un potentiel, un rendement locatif intéressant. Après, voilà, tout dépend aussi de la sensibilité de nos clients. On a des clients qui ont une facilité à pouvoir se délocaliser, d'autres qui souhaitent avoir la main mise sur leurs investissements. On a des clients qui cherchent du rendement locatif et donc qui vont aller chercher le meilleur rendement, d'autres qui sont plus sécuritaires et qui cherchent plutôt un rendement un peu moins intéressant mais avec un emplacement plutôt patrimonial. Donc, voilà. Alors Jean-Bernard a beaucoup parlé des métropoles, il a parlé de Lille, de Toulouse. Néanmoins, on peut investir dans des villes plus petites. Il n'y a pas que Lille et Toulouse. Oui, il y a des villes qui ont explosé, et qui ont pris fortement de valeur. On a Le Havre, c'est une ville les docks du Havre ont été complètement réaménagés. Donc c'est vrai que c'est une ville qui avait un bon rendement locatif, qui n'est pas forcément hyper attractive comme ça. C'est pas la ville qui fait le plus rêver, Le Havre, on va pas se mentir, mais pour faire un investissement locatif, il y a un gros potentiel et je pense qu'il y a des villes de Bretagne aussi qui ont tiré leur épingle du jeu. On ne va pas toutes les citer, mais il y a énormément de potentiel en province sur des villes qui sont intermédiaires, qui ne sont pas forcément le top 10 des grandes métropoles françaises. Il ne faut pas avoir d'œillères finalement. Exactement. Alors on va parler du financement, Thibaut. On en a parlé ce matin. Il faut savoir que quand on achète dans le neuf, ce n'est pas un crédit immobilier comme les autres que l'on va avoir par rapport à l'ancien. Alors oui, c'est juste que si on parle, là on parle quoi, investissement locatif. L'investissement locatif. L'investissement locatif, donc on n'aura pas le prêt à taux zéro. Bon, je le mentionne quand même, mais c'est important de le rappeler. Ensuite, souvent dans le neuf, on a un délai de livraison, un délai d'attente de 2 ans. Donc voilà, souvent ce qu'on fait, c'est on met un différé, alors qui peut être partiel ou total sur les intérêts, le capital jusqu'à la livraison, ce qui permet à notre investisseur d'avoir que l'assurance emprunteur à payer pendant la période de livraison. Et ensuite, il faut tenir compte également des intérêts intercalaires qui ne disparaissent pas et qui viennent se cumuler et qui vont se lisser dans la durée du prêt au moment de l'amortissement, au moment de la livraison. Voilà. D'accord. Et là aussi, pour trouver son crédit, on fait appel à qui ? Alors vous avez des gens comme nous, comme le cabinet IGC, on a une offre d'accompagnement multiservice, que ce soit la recherche du bien, l'accompagnement sur le courtage en crédit, la gestion locative, l'aide aux déclarations d'impôts. Ça peut être aussi n'importe quel courtier, bien évidemment. Et puis, je dirais, en dernier recours, votre banquier. Voilà, en dernier. D'accord. Jean-Bernard, le Crédit Agricole Immobilier, c'est une filiale du groupe bancaire, donc il y a aussi du crédit chez vous. À part le Crédit Agricole. Merci Thibaut. Il y a du crédit, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est vrai que quand un client vient nous voir en tant que Crédit Agricole Immobilier, donc promotion construction, quand on accompagne nos clients, on a bien évidemment en fait une mise en relation qui peut être effectuée avec les filiales du groupe bancaire, donc qui sont LCL et Crédit Agricole, donc au niveau des différentes caisses régionales. La particularité que nous avons, c'est qu'on a un maillage territorial qui est très fort, qui aujourd'hui peut nous permettre d'accompagner les clients, quel que soit le secteur géographique sur lequel ils sont positionnés et quel que soit justement le type de bien qu'ils souhaitent choisir. Après, il y a différents sujets qu'il faut aborder pour compléter ce que vient de dire Thibaut, qui est quand même très très important. Aujourd'hui, quand on fait un investissement locatif, contrairement à l'acquisition d'une résidence principale, tous les intérêts d'emprunt ainsi que l'assurance décès invalidité que vous allez payer sur votre prêt sont intégralement déductibles des montants des revenus fonciers que vous allez percevoir. C'est-à-dire que tous les loyers que vous allez recevoir, du montant des loyers, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt, l'assurance décès invalidité, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, éventuellement les frais de gestion, la taxe foncière. Enfin, en gros, le but, c'est d'accompagner l'investisseur pour permettre justement de créer un bien à but locatif en lui limitant au maximum les frais pour, dans un premier temps, donc, générer du déficit foncier. Et comme on disait tout à l'heure, si éventuellement on peut le cumuler, pourquoi pas avec un dispositif de réduction d'impôt Pinel, dans tous les cas, ça sera que du positif. Donc pour répondre à la question, on a des solutions d'accompagnement bancaire également. Et encore une fois,
comme on le disait tout à l'heure, ce qui vous orientera dans le cadre de votre investissement avant toute chose, c'est la logique patrimoniale qui aura été définie au départ. Et au-delà de ça, surtout la notion d'épargne mensuelle que vous allez définir dans le cadre de l'acquisition de votre bien. Parce que quand on fait un investissement locatif, le but c'est d'avoir un gain sur du long terme, mais il ne faut pas que l'investissement que vous allez réaliser au départ vous gêne tous les mois dans le cadre de votre vie de tous les jours, on va dire. Voilà. Et ça, c'est un point qui est très très important à analyser. Et c'est pour ça que notre métier principal avec Thibaut, c'est ça justement, de vous accompagner par rapport à toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que quand on fait son calcul, ses simulations financières, il faut bien réaliser que le loyer ne paiera pas l'intégralité de la mensualité de crédit. C'est bon à rappeler parce qu'on peut... Alors oui. Non, mais bon, il faut le dire, quoi. Il y a quelques années, cette démarche-là, enfin quelques années, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, comme on dit, voilà. Non, aujourd'hui, il faut savoir que quand on fait un investissement locatif, vous allez percevoir donc des loyers, du montant des loyers, donc vous allez déduire ou soustraire tout du moins donc le remboursement de l'emprunt que vous allez avoir, rajouter une économie d'impôt, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous allez forcément avoir la notion d'une participation mensuelle donc affectée à votre investissement. Ce qui permettra de jauger le niveau de cette épargne mensuelle, ça va être la durée de l'emprunt que vous allez sélectionner, le type de bien que vous allez choisir, le niveau de rendement que l'on va avoir entre le prix d'acquisition et le loyer. Et encore une fois, ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui vous orientera dans un sens ou dans l'autre, quelque part, c'est lors de l'étude patrimoniale où vous définirez ces paramètres, je vais y arriver, pardon, avec le conseiller que vous aurez face à vous, qui vous orientera dans un sens ou dans l'autre. Et ça permettra de définir également le secteur géographique sur lequel vous investirez, le type de bien sur lequel vous allez vous positionner, et également la logique patrimoniale que vous aurez sur du long terme. Mais comme on le disait, et je le répète parce que c'est un point qui est très important, ce qui va être défini à l'instant T n'est pas forcément quelque chose qui sera figé dans le marbre sur du long terme. L'avantage de l'immobilier, c'est que c'est quelque chose en fait que l'on achète dans un premier temps, qui se revend, mais ça reste toujours quelque chose, si vous voulez, de palpable. Ça reste de la pierre. Donc cet élément-là, contrairement à du produit financier, ça ne bougera pas. Voilà. C'est une valeur solide, on va dire. Valeur refuge, voilà, par principe. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Jean-Bernard, vous aviez parlé à un moment de la gestion locative. On sait que c'est un point clé. Donc ça veut dire que quand on a ce logement qui est livré, on peut le gérer soi-même, mais on peut aussi faire appel à un professionnel. Donc avantage, inconvénient de formule. Merci. Aujourd'hui, quand on fait un investissement locatif, encore une fois, c'est vrai qu'on a différentes options qui vont s'offrir à vous. Alors, dans le cadre d'un premier investissement locatif, c'est vrai qu'on recommande souvent aux clients d'être accompagnés par une agence justement pour s'occuper de la gestion du bien. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez des contrats de gestion en garantie totale ou des contrats de gestion en garantie simple que vous allez payer pour être accompagné en fait, dans le cadre de la gestion de votre bien, c'est-à-dire la mise en place du locataire, les états des lieux d'entrée et de sortie. L'avantage, si vous voulez, c'est que d'un côté vous payez, mais d'un autre vous déduisez la totalité des montants du montant des loyers perçus, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça a un double avantage. D'un côté, une certaine qualité et tranquillité d'esprit, et de l'autre, l'avantage de pouvoir réduire un petit peu en fait, le montant des revenus fonciers. Si on va un petit peu plus loin, certains propriétaires investisseurs, on va dire plutôt multi-investisseurs, par principe, des fois, décident de gérer par eux-mêmes leurs biens. Tout dépend, encore une fois, de l'appétence, du temps, et quelque part également du niveau de savoir-faire que l'on va avoir. Parce que il n'est pas forcément tout le temps très simple de devoir gérer un locataire qui va vous appeler tous les 4 matins parce que, par exemple, il y a une ampoule à remplacer dans l'appartement. Quand on a un gestionnaire dont c'est le métier, la démarche est un petit peu différente. Alors certes, ça coûte, mais d'un autre côté, c'est une tranquillité d'esprit supplémentaire. Mais ces éléments-là, quelque part, c'est vous qui allez définir ce que vous souhaitez faire sur du long terme. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Vous décidez de le gérer vous-même ou de le confier à une gestion. Mais encore une fois, tout s'étudie. Donc voilà, tout dépendra de votre logique et surtout du temps que vous avez accordé à votre investissement. Et puis là aussi, ce n'est pas immuable. Si on veut changer en cours de route, on peut changer, quoi. Tout à fait.